Docteur Bokaï dans la division de recherche, moi je suis dans la division de prise en charge, où je travaille avec le directeur Dr Luc Ferdinand Kamanganoussa et le directeur adjoint Dr Louis Nyangé. Alors aujourd'hui, comme on a été introduit par Dr Bokaï, c'est une formation sur la prise en charge du diabète sucré. La première partie sera un peu plus théorique, mais très importante aussi, parce que pour comprendre la pratique, il faut d'abord comprendre la théorie. Alors, résumer tout ce que nous allons dire en pratique, mettez-le en pratique, considérez cela comme la pratique, ça va vous aider, ça va beaucoup vous aider. Eh bien, la partie qui m'est confiée, nous allons parler, s'il vous plaît. Nous allons donner une brève introduction sur le diabète sucré. Deuxièmement, nous allons donner quelques notions générales sur le diabète sucré. Et enfin, nous allons vous parler de la prévention du diabète sucré. Dia, s'il vous plaît. Alors, première partie, l'introduction. En guise d'introduction, voilà ce que nous pouvons vous dire. Le diabète est aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Ça, c'est connu. Malheureusement, dans notre pays, on dirait qu'on est encore en retard par rapport à d'autres pays qui ont déjà très évolué par rapport à ça, par rapport à la prise en charge. Mais nous disons que le diabète fait partie des 4 maladies non transmissibles prioritaires qui ont été sélectionnées dans une intervention par les dirigeants du monde. C'est-à-dire, en dehors du diabète, il y a l'hypertension artérielle, il y a les cancers et il y a les infections respiratoires chroniques. Donc, le diabète fait partie de ces 4 maladies non transmissibles prioritaires qui ont été choisies pour des interventions par les dirigeants du monde. Et actuellement, le diabète est devenu une épidémie dont l'évolution est associée à un risque cardiovasculaire très élevé, à des handicaps et à un impact socio-économique important. Alors, en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province de Kinshasa, on enregistre une prévalence de 7% pour une population de près de 15 millions d'habitants à Kinshasa. Alors, le système de santé publique dans la République démocratique du Congo est surchargé par des malades héréditaires et des malades cardiovasculaires qui présentent une ou plusieurs complications, ce qui, malheureusement, alourdit aussi le fardeau de la maladie. Alors, le programme national de lutte contre le diabète que nous représentons, avec ses experts et les experts d'autres organes, alors, ont élaboré ce module de formation des formateurs et prestataires de soins grâce à l'appui de SANRU, ASPL, aussi avec le financement des Sanofi dans la province de Kinshasa. Alors, deuxièmement, nous allons vous donner les notions générales sur le diabète sucré. D'abord, cette partie a quelques objectifs que vous devez bien retenir. Spécifiquement, tout celui qui participe à cette formation sera capable de maîtriser les notions générales du diabète sucré. Et opérationnellement, le partisan sera capable d'expliquer l'épidémiologie du diabète, il sera capable de décrire les aspects cliniques du diabète sucré, et aussi il sera en mesure d'expliquer la prévention du diabète sucré, qui est aussi très importante. C'est ainsi que nous allons évoluer en chapitres. Premièrement, l'épidémiologie du diabète sucré. Deuxièmement, on va vous donner, tiens s'il vous plaît, on va vous donner les aspects cliniques du diabète sucré. Et troisièmement, on va vous parler de la prévention du diabète sucré. Voilà, ici, on essaie de retracer l'épidémiologie du diabète sucré à travers le monde, en Europe, en Afrique, ainsi de suite. Alors, vous constatez avec moi que dans le monde, en 2024, on avait constaté environ 588,7 millions de malades diabétiques adultes. Et d'après les statistiques, on pense que d'ici 2050,
Ce chiffre va grimper jusqu'à 852,5 millions de diabétiques adultes. C'est une augmentation de 45%. Vous comprenez l'importance de ces délais dans la prise en charge du diabète pour réduire considérablement cette croissance. Et en Europe, vous constatez qu'en 2024, il y avait eu 65,6 millions de malades diabétiques adultes, et on pense que d'ici 2050, ça va grimper à 72,4 millions de malades diabétiques adultes, soit une augmentation de 10%. Alors, en Afrique, parce que nous sommes africains, pour ne pas parler d'autres contrées, en 2024, il y avait 24,6 millions de malades diabétiques adultes. Et on pense que d'ici 2050, ce chiffre va grimper à 59,5 millions de malades diabétiques adultes, soit une augmentation de 142% par rapport à la situation en Europe. Si on ne prend pas en considération, si on ne s'intéresse pas trop au diabète, à ce fléau, regardez les statistiques d'ici 2050, donc d'ici 25 ans, ça va grimper à 142%. Bien, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qu'on a essayé un peu de représenter ici par ce graphique. L'évolution croissante des maladies diabétiques de 2000 à 2024, il y a une croissance exponentielle, comme vous pouvez le constater. Bien, s'il vous plaît. Alors, c'est ce qu'on a essayé de dire en Afrique. Voilà, on est parti de. On est à 24,6 millions de malades diabétiques adultes en 2024. D'ici 2050, on peut grimper à 59,5 millions, soit une augmentation de 142%. Ça, on a vu. Ah, vous ne voyez pas? Je vais me mettre. Voilà, même ici. Allez-y. Alors, à Kinshasa, sur une population de 100 millions d'habitants, en fait, en RDC, particulièrement à Kinshasa, nous avons une population de 15 millions. Alors, sur une période de près de 50 ans, nous avons considéré rare le diabète, lui, présent avec une prévalence oscillant entre 5 à 7% dans les pays. Selon l'étude qui a été menée par le professeur Guélé et collaborateurs en 2000. Alors, dans le milieu rural, d'après l'étude qui a été menée par le professeur Guélé et collaborateurs en 2019, on avait estimé la prévalence du diabète à 6,7%. Alors, malheureusement, ici, en RDC, il n'y a pas eu d'étude de prévalence nationale qui a été menée jusque-là. Donc, peut-être avec vous, nous espérons que vous pourrez mener cette étude, mais jusque-là, les données sur le diabète que nous avons en RDC sont parcellaires. On n'a pas de données sur toute l'étendue de la République, malheureusement. Mais d'après les études des professeurs Bielli et des professeurs Ouillère, à Kinshasa, ils ont eu quand même une prévalence de 5 à 7%, comme vous l'avez constaté. Bien, s'il vous plaît. Voilà, ici vous avez le tableau qui retrace le dépistage qui a été fait en 2021 sur un échantillon de 16 279 personnes qui étaient dépistées. Et sur cet échantillon, on avait constaté 5% de nouveaux cas diabétiques, seulement diabétiques, soit 741 personnes, et 13% de nouveaux cas d'hypertension artérielle. Le dépistage a été fait sur l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, on a constaté 2% de personnes avec comorbidité d'hypertension et diabète, 2% seulement. Alors, sur les 16 279 personnes dépistées, il y a eu 36% des anciens cas et des nouveaux cas, soit d'hypertension, soit du diabète. Et 16% des personnes qui étaient obèses, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle de plus de 30, et 29% des personnes en surcharge pondérale, soit un indice de masse corporelle entre 25 et 30.
Bien. Alors, la mortalité liée au diabète a réduit l'espérance de vie de 10%. Alors, on pense que c'est la 6e cause de mortalité chez le sujet âgé. Et 6,5 millions de décès en 2021 étaient dus au diabète, selon l'étude qui a été faite par l'OMS et la Fédération internationale du diabète. Et le diabète est la cause de décès due à l'infarctus du myocarde avec mort subite et aux accidents vasculaires cérébraux. Et on constate que 3 à 6 fois, il y a 3 à 6 fois plus de risques de surmortalité avec le diabète, avec le non-diabète, après 45 ans. Et 5 à 20 fois plus de risques de développer des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, avec 15% d'ulcération du pied et risques très élevés d'amputation. Le diabète est la première cause de cécité. Le diabète est la cause d'amputation et d'insuffisance rénale chronique avec des dialyses interminables. Alors, on a constaté aussi 75% des personnes diabétiques qui ont présenté une dysfonction sexuelle. Tiens, s'il vous plaît. Alors, deuxième chapitre, les aspects cliniques du diabète sucré. Le diabète sucré, c'est quoi? En termes de définition, c'est un ensemble d'infections métaboliques qui est caractérisé par une élévation chronique. Cet aspect chronique est très important quand il s'agit du diabète. Élévation chronique de la glycémie qui résulte soit d'un déficit de sécrétion de l'insuline au niveau des cellules bêta et des cellules d'endurance, soit d'une résistance à l'utilisation de l'insuline. Les cellules bêta sécrètent de l'insuline, mais son utilisation pose problème. Ou soit les deux phénomènes mis ensemble, agissant des cancers. Alors, il y a aussi des états qu'on appelle des états prédiabétiques, c'est-à-dire les états qui précèdent la survenue du diabète proprement dit. Et il s'agit classiquement de l'intolérance au glucose, qu'on peut noter, et aussi une glycémie anormale. Et les deux cas, ce sont les états prédiabétiques. Quand vous avez un malade qui présente déjà ces états, il faut déjà ouvrir-le et le surveiller de plus près. On verra ça dans les lignes qui suivent. Tiens, s'il vous plaît. Alors, la classification du diabète sucré, cette classification est faite selon les mécanismes de survie. Ainsi, nous avons 4 types de diabète sucré à savoir. Premièrement, le diabète sucré de type 2, qui est bien connu, le diabète insulino-insulinodépendant. Et deuxièmement, le diabète sucré de type 2, qui est constaté dans plus de 90% des cas. Les malades sont des diabétiques de type 2. Le diabète de type 1 est rare, entre 5 à 10% des cas. Alors, le troisième type, ce sont les diabètes sucrés secondaires, qui sont dus à une cause quelconque. Ou des causes, ça peut être des causes génétiques, un déficit de sécrétion de l'insuline ou un défaut d'action de l'insuline. Il y a certaines maladies qui peuvent affecter le pancréas et les endocrines. Il y a des endocrinopathies qui peuvent aussi conduire à des états diabétiques. Quand vous avez un malade avec une acromégalie, un syndrome de Cushing, la plupart des endocrinopathies mettent le corps dans une augmentation de la neuroglucogénèse avec parfois un déficit de sécrétion de l'insuline au niveau du pancréas. Soit ça peut être une augmentation de la réabsorption du glucose au niveau intestinal, comme noté dans le cas d'hyperthyroïdie. Et tous ces états, toutes ces endocrinopathies peuvent conduire au diabète, proprement dit, par cette élévation chronique de la glycémie chez le malade. Il y a certains médicaments, la prise au long cours, les glucocorticoïdes, ou certaines toxiques. Il y a aussi certaines causes infectieuses, etc. Et quatrième type, c'est le diabète gestationnel. Il est noté que chez la femme enceinte. Tiens, s'il vous plaît. Voilà la clinique, nous allons passer rapidement, la clinique du diabète sucré, la clinique du diabète sucré de type 1, qui survient majoritairement chez le patient âgé de moins de 40 ans, comme nous l'avons dit. Alors, le patient va présenter les signes cardinaux de la décompensation métabolique. Il y a les 3 P et les 2 A, c'est-à-dire la polyurie, la polydipsie, la polyphagie, l'asthénie et l'amaigrissement.
les signes cardinaux d'une décompensation métabolique. Et parfois, le malade peut venir dans un état de coma. Alors, dans le diabète de type 2, qui intéresse les patients de plus de 40 ans, alors, il peut être découvert selon différents scénarios. C'est-à-dire, dans la forme classique, le patient peut présenter les signes de décompensation métabolique, les 3P, les 2A. Certains patients peuvent être admis dans un tableau d'un coma inaugural. Ou soit, lors d'un dépistage systématique, on peut découvrir que ce malade est diabétique. Alors, à partir peut-être d'une complication chronique que le malade peut présenter, le malade peut venir déjà dans un état de complications chroniques, des troubles visuels liés à la rétinopathie diabétique, les douleurs et les sensations neuropathiques, les troubles cardiovasculaires et j'en passe. Le malade peut venir déjà dans cet état de complications. Bien, s'il vous plaît. Alors, on va parler des facteurs de risque, des facteurs qui prédisposent à développer le diabète. Pour le diabète de type 1, qui est généralement, c'est une maladie auto-immune où il y a des anticorps qui sont dirigés contre les cellules bêta-désineux de l'endurance, les détruisant presque totalement, et le malade se retrouve dans un état de manque d'insuline total. Donc, chez les personnes qui sont dans une susceptibilité génétique ou qui sont exposés à certains facteurs environnementaux tels que les facteurs infectieux viraux, les virus des oreillons, les entérovirus, cytomégalovirus, toxavirus. C'est-à-dire que le malade a déjà une prédisposition génétique. Et maintenant, quand il se retrouve en face d'un facteur environnemental, le diabète est déclenché. Alors, il y a certains facteurs nutritionnels, l'alimentation en lait de vache, le déficit en vitamine D, certains facteurs toxiques, tolérance au gluten. Bien, s'il vous plaît. Alors, pour le diabète de type 2, il y a deux groupes de facteurs à savoir, très importants, les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables. Les non modifiables, ce sont les facteurs qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Mais les modifiables, au moins, on peut les modifier par certaines mesures pratiques à mettre en route. Alors, les facteurs non modifiables, par exemple, l'âge, c'est difficile de changer l'âge. Avancement en âge au-delà des 40 ans, un médecin ne peut pas freiner l'avancement en âge. L'antécédent personnel de faible poids à la naissance, ça aussi c'est difficile de changer. Antécédent personnel d'accouchement de macrosome, antécédent personnel de diabète gestationnel, antécédent familial de premier degré de diabète de type 2. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les facteurs modifiables. Le surpoids, l'obésité, surtout abdominale, ce sont des situations qui prédisposent au diabète. L'inactivité physique, la sédentarité, ça aussi c'est modifiable. On peut demander au malade de changer cela. La consommation excessive d'aliments riches en sucre à index glycémique élevé ou en graisse saturée, la consommation d'alcool, la consommation du tabac, ainsi de suite. Ce sont les facteurs modifiables qui peuvent prédisposer à développer le diabète sucré de type 2. Bien, s'il vous plaît. Voilà, là, on a essayé de synthétiser, de manière succincte, les complications du diabète sucré. Pour ne pas être très théorique, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Les complications aiguës et les complications chroniques. Dans les complications aiguës, il y a des infections à répétition qu'on peut noter chez le malade, qu'on note généralement chez les diabétiques. Il y a des complications métaboliques, le coma acidocétosique pour le diabète de type 1, dans la plupart des temps, les états hyperosmolaires non cétosiques. Il y a aussi le coma acidolactique, qui est beaucoup plus noté dans le diabète de type 2. Et nous avons de l'autre côté les complications chroniques, les microangiopathies, les macroangiopathies, le pied diabétique. Ce sont des théories que nous connaissons bien, les rétinopathies, les coronaropathies, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, ainsi de suite. Tout ça, ça entre dans les complications chroniques que l'on peut noter dans le diabète sucré. Bien, s'il vous plaît. Voilà, nous passons à la dernière partie qui est celle de la prévention du diabète. Alors,
nous disons qu'il n'existe pas de prévention dans le diabète de type 1 comme tel. Mais il y a quand même des approches efficaces pour prévenir le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est difficile de prévenir. Mais néanmoins, il y a quand même des approches très efficaces pour prévenir le diabète de type 2. Heureusement, le diabète de type 1, il est rare, hein? Mais au moins le diabète de type 2 qui est plus fréquent peut être prévenu. Alors, la prévention du diabète de type 2 a des avantages considérables du point de vue de la santé publique, car cette prévention contribue à réduire la morbimortalité liée au diabète et contribue aussi et surtout à réduire les complications du diabète sucré de type 2. Bien, s'il vous plaît. Alors, ici, on a présenté un modèle épidémiologique pour expliquer différentes interventions de prévention du diabète sucré de type 2. Nous avons la prévention primordiale, la prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. C'est bien expliqué dans le schéma ici. Alors, la prévention primordiale consiste à réduire ou à stopper la production des facteurs environnementaux qui peuvent conduire aux états diabétiques. Alors, nous avons vu les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables. Alors, la prévention primordiale va consister à réduire ou à supprimer la production des facteurs environnementaux. Alors, la prévention primaire, à son tour, va consister à supprimer l'évolution vers l'insulinorésistance. Lorsqu'on est en présence des facteurs de risque, généralement les facteurs modifiables, alors la prévention primaire va consister à supprimer ou à empêcher l'évolution vers l'insulinorésistance qui, par la suite, peut conduire à une décompensation métabolique liée au diabète. Et la prévention secondaire va empêcher l'expression de l'insulinorésistance, c'est-à-dire l'installation de la décompensation métabolique avec tous les signes cardinaux que nous avons vus tout à l'heure. Alors, la prévention secondaire va empêcher l'expression ou la survenue des manifestations cliniques liées à l'insulinorésistance. Et enfin, la prévention tertiaire va consister à empêcher la survenue des complications, notamment des maladies cardiovasculaires, lorsqu'on est déjà en présence d'une manifestation clinique, en présence d'une décompensation métabolique avec les 3P et les 3A chez les malades qui sont déjà dans des états prédiabétiques, les malades qui sont déjà obèses avec des problèmes de dyslipidémie, les hypertendus et les diabétiques sucrés gestationnels. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer par rapport au schéma précédent. Les interventions sont en fonction des quatre types de prévention telles que présentées. Alors, la prévention primordiale, freiner ou supprimer la production des facteurs d'environnement. La prévention primaire, empêcher l'apparition de l'insulinorésistance. La prévention secondaire, empêcher l'expression de l'insulinorésistance, c'est-à-dire la phase des manifestations cliniques, la décompensation métabolique liée au diabète. Et enfin, la prévention tertiaire qui vise à empêcher l'apparition des complications cardio-métaboliques. Alors, c'est par cet élément que nous clôturons notre partie qui nous a été confiée. Merci de votre attention. Et je salue la présence du professeur.